François Asselineau, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de l'agence Infolibre. Je vais être direct pour la première question. Où en êtes-vous de l'obtention des 500 signatures et serez-vous en mesure de vous présenter à l'élection en mai prochain ? Alors je ne vous dirai pas le nombre, je ne l'ai toujours pas dit. C'est pour l'instant quelque chose que je garde confidentiel. Parce que nous sommes tous pour deux raisons. La première, c'est que ce ne sont que des promesses. Pour l'instant, personne n'a les parrainages. Ceux qui vous disent j'ai mes parrainages vous mentent. Ce ne sont que des promesses. Les promesses, bon. Et donc on ne sait pas ensuite quel sera le taux de transformation des promesses. Et deuxièmement, parce qu'on a encore du temps avant que les parrainages officiels soient envoyés par le Conseil constitutionnel. Ce sera envoyé le 23 février. Et il y aura jusque, je crois, aux alentours du 17 mars pour que ça parvienne au Conseil constitutionnel. Voilà. Donc pour l'instant, ces deux éléments m'empêchent de vous dire exactement où nous en sommes. C'est pas la seule raison, c'est qu'on continue en ce moment à en chercher. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai déjà dit, je le maintiens, c'est que je pense que j'ai bon espoir d'y parvenir. Mais ça ne va pas encore durer très longtemps, le suspense. Je pense que à peu près aux alentours de, disons, le mois prochain, vers la mi-février, je ferai le point publiquement pour informer les gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent cette question. Ma deuxième question, est-ce qu'il y a des changements dans votre programme de 2016 par rapport à celui de 2012 ? Il n'y a pas de modification, il n'y a pas des choses que j'enlève. En revanche, il y aura des changements en ce sens qu'il y aura des choses que j'ajouterai. Parce que, d'ailleurs, c'est, je pense, l'un des très rares, sinon le seul programme présidentiel de 2012 qui sera reconduit à l'identique. Notamment, il y a eu des événements considérables qui se sont produits depuis lors, et en particulier l'année dernière avec le Brexit, avec la désintégration de l'Union européenne, avec les crises de l'euro à répétition. Tout ceci fait que désormais, tous les autres partis politiques, progressivement, sont obligés d'en arriver, peu ou prou, vers des positions de plus en plus eurocritiques et inquiètes. C'est une grande chance d'avoir eu raison très tôt, puisque moi, je vais reprendre le même programme, mais je vais y faire quelques petites actualisations, parce que, par exemple sur le niveau du SMIC horaire que je remonterai, mais il y aura aussi certaines parties qui étaient insuffisamment développées en 2011 et que je développerai, en particulier pour ce qui concerne les questions d'environnement, les questions de justice, les questions d'éducation, les questions également de santé et les questions de logement. Alors tout ça, j'en avais un peu parlé en 2011, mais là, je vais le développer parce qu'il y a une attente quand même du public qui veut savoir, tout en restant bien entendu dans le cadre général qui est le nôtre, c'est-à-dire d'abord et avant tout la sortie de l'Union européenne immédiatement, la sortie de l'euro, enfin immédiatement par la mise en œuvre immédiate de l'article 50 du TUE, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, et le tout dans le cadre d'un programme qui s'inspire de celui du Conseil national de la résistance de 1944, avec tout un volet social notamment et sociétal. Une petite question par rapport à l'élection de Trump. Lui, il veut réformer l'OTAN. Est-ce que vous êtes enclin à changer un petit peu votre fusil d'épaule par rapport à l'OTAN, ou est-ce que vous allez quand même sortir de l'OTAN, comme vous venez de le dire, mais par rapport aux propositions de Trump ? Alors d'abord, Trump, il prend ses fonctions aujourd'hui. Alors moi, vous savez, je suis un peu comme saint Thomas. Voilà. J'invite tous les gens qui m'écoutent à être comme saint Thomas, c'est-à-dire qu'à ne croire que ce qu'ils voient, et toujours se méfier des promesses. Ils pourront d'ailleurs noter, pour les gens qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, puisque ça va faire bientôt 10 ans que j'ai créé l'UPR, ils peuvent noter que je dis toujours la même chose et que mes analyses, en plus, sont confirmées par les événements. Ça, c'est très très important pour faire son choix en avril et mai prochain du prochain président de la République. S'agissant de Trump, pour l'instant, il arrive. Moi, ce que je vois, en tout cas sur Trump, c'est que il a dit qu'il était pour le Brexit. Bon. Il a demandé, paraît-il, à ses collaborateurs de lui donner la liste des pays de l'Union européenne qui, à leur avis, sortiraient les premiers. Ça veut dire qu'il n'est pas hostile. Moi, je m'en félicite. S'agissant de l'OTAN, il a dit que c'était une structure obsolète qu'il allait falloir réformer. Moi, je m'en félicite. Structure obsolète, ça veut dire que ça ne marche plus. Je m'en félicite. Nous, on veut en sortir. Ça ne va pas changer le fait que nous, on veut en sortir. Simplement, ça veut dire que nous allons avoir de l'autre côté de l'Atlantique un nouveau pouvoir à Washington qui prend des positions qui seront, je pèse mes mots, les moins défavorables à un gouvernement UPR depuis 1945. Il a dit qu'il était contre le TAFTA. Ça tombe bien, moi aussi. Nous aussi.
Il a dit qu'il était pour reprendre langue avec Vladimir Poutine, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ça tombe bien, nous aussi. Il veut faire baisser les tensions internationales. Ça tombe bien, nous aussi. Alors, je ne suis pas là pour vanter les mérites de Trump, mais quand je vois la façon dont il est traîné dans la boue par les grands médias français encore maintenant, je me dis qu'il y a quand même anguille sous roche et que ce monsieur, finalement, eh bien, il prend des positions qui, en matière de politique internationale, moi, la politique intérieure des États-Unis d'Amérique, ça, c'est leur problème. En matière internationale, il prend des positions qui comme je l'ai dit, sont pour nous un peu une divine surprise. C'est-à-dire que désormais, la route va être beaucoup plus facile pour accéder au pouvoir avec les États-Unis présidés par Trump. Mais ça ne changera rien au fait que nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors on arrive à la fin du quinquennat de François Hollande. Comment vous analysez ces 5 années qui viennent de passer ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, quoi. C'est nul, c'est une catastrophe. Je pense que François Hollande restera dans les livres d'histoire comme l'un des pires chefs d'État que la France ait connu depuis la Révolution française. Je le mets à peu près à égalité avec Charles X. Vous savez, Charles X, c'est celui qui avait fait à l'origine de la Révolution de 1830, il avait voulu abolir la liberté de la presse conquise après 1815 et avec les ordonnances du prince de Polignac. C'était un réactionnaire grantin. Et puis il est à peu près du niveau, à mon avis, la meilleure comparaison, c'est plutôt Albert Lebrun. Albert Lebrun, c'est le dernier président de la 4e République, dont vous savez, il y a un fameux bon mot de Charles de Gaulle dans les Mémoires de guerre, qui disait d'Albert Lebrun, ça doit être dans le 2e ou 3e chapitre des Mémoires de guerre, il disait d'Albert Lebrun, au fond, pour qu'il fût un chef d'État, il ne lui avait manqué que 2 choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Voilà. François Hollande n'a pas la carrure d'un chef d'État, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité personnelle, c'est quelqu'un qui, on voit bien, n'a pas d'ailleurs de raisonnement personnel, c'est quelqu'un qui n'a jamais endossé les habits de la fonction. Il se transportait comme un gamin. On m'a dit que dans les allées du pouvoir, on m'a dit que quand il y a des sanctions contre des fonctionnaires, il veut voir les dossiers. Enfin, vous vous rendez compte. Donc c'est quand même pas un niveau de chef d'État. Hein. Voilà, c'est minable. On se demande même par moments s'il n'avait pas envie d'avilir la fonction qu'il a jamais vraiment occupée. Et puis alors, en plus de ça, donc non seulement il n'a pas été un chef, en plus de ça, l'État est en pleine débandade dans tous les domaines, à la fois en matière financière, en matière économique, en matière de vision géostratégique, politique, militaire. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un qui a sombré dans l'impopularité. Voilà, je crois qu'il faut vraiment passer au plus vite à autre chose, quoi. On va parler un petit peu des candidats à la présidentielle. Alors, comment vous interprétez le raz-de-marée Fillon et qu'est-ce que vous pensez de ses propositions ? Lui, il y a quand même du monde derrière lui apparemment à droite. Alors, le raz-de-marée Fillon, c'est un raz-de-marée. Faut quand même le nuancer. Il y a eu 4 millions d'électeurs sur 45 millions. Donc, attendons de voir la suite. Bon. Moi, j'interprète son élection un peu surprise par la suite de la primaire de la droite, par la conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord eu le phénomène de les gens qui sont allés voter, il fallait payer. Donc, il y a eu très probablement une surreprésentation de personnes âgées. D'ailleurs, je crois que ça a été vu et su et dit. C'est-à-dire des gens qui sont adhérents des Républicains, de l'ex-UMP, et qui sont allés voter et qui n'ont pas regimbé à donner 2 € à chaque vote. Bon. Donc je pense qu'il y a eu déjà une proportion supérieure de personnes âgées à ce que c'est dans la population générale. Deuxièmement, il y a eu des mots d'ordre qui ont circulé sur Internet. Moi, j'en ai revu qui sont passés un petit peu partout. Il y avait des mots d'ordre qui étaient lancés notamment par les partisans de la Manif pour tous, c'est-à-dire les opposants au mariage pour tous, c'est-à-dire des réseaux qui sont proches de l'Église et qui se sont mobilisés pour Fillon. Et je rappelle qu'il y avait eu énormément de monde pour la Manif pour tous dans les rues, même si la police avait minoré les scores, il y avait bien eu 2 millions de personnes dans les rues. Il suffit qu'il y ait la moitié des gens qui aient voté, 1 million sur 4 millions de votants, c'est beaucoup. La troisième raison, c'est qu'il y a eu aussi, je pense, une espèce de vote révolutionnaire fait par des gens de gauche qui se sont mobilisés pour tout faire pour battre Sarkozy. Ça ne les a pas gênés d'aller signer la charte comme quoi ils approuvaient les valeurs de droite. Ils ont fait ça pour essayer de torpiller la candidature de Sarkozy et de Juppé.
Et puis le résultat général, et j'allais dire tout ça, ça résume tout ce que je viens de dire, c'est que en fait les Français, ils veulent des têtes nouvelles, ils veulent des programmes nouveaux. Alors on peut être étonné parce que Fillon a été Premier ministre, mais enfin les gens avaient fini par l'oublier tellement c'est un personnage un petit peu couleur de muraille, alors que Juppé et puis Sarkozy avaient été ultra médiatisés. Donc en fait c'est un vote, je pense, contre les médias et contre les sondages préfabriqués. En fait, les Français ne veulent plus, comme les Américains, on l'a vu avec l'élection de Donald Trump, comme les Britanniques, on l'a vu avec le référendum sur le Brexit, comme les Italiens, on l'a vu avec le référendum qui a chassé Matteo Renzi. En réalité, les peuples des pays d'Europe ont envie d'envoyer balader tout ce que disent les médias. Il suffit qu'un des médias promeuve quelqu'un pour que les peuples n'en veulent pas. Voilà. Je pense que M. Macron a d'ailleurs du souci à se faire, parce que l'ultra-promotion de Macron finit par indisposer même les gens les plus bienveillants. Pour revenir à Fillon, le programme de Fillon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en parlerai dans cette conférence que je fais ce soir. C'est en gros le programme de la Commission européenne tel qu'il découle du rapport sur les grandes orientations de politique économique du 18 mai 2016. Donc en fait, M. Fillon, il a l'honnêteté, si j'ose dire, la candeur ou la naïveté de dire ce que demande la Commission européenne. Alors il a le cynisme de se l'attribuer, puisqu'il y a une espèce de convention générale, d'omerta dans les milieux politiques. On ne parle jamais de l'Europe. Vous avez vu d'ailleurs qu'à la primaire des Républicains, comme à la primaire des socialistes, pratiquement personne n'a jamais même prononcé le mot d'Europe. Donc M. Fillon n'en a pas parlé davantage que les autres, mais en revanche, il annonce effectivement ce que sera la couleur. En revanche, les candidats de gauche, mais vous allez peut-être m'interroger sur eux dans un instant, et eux vont avoir plus de difficultés, parce qu'eux, ils seront obligés d'appliquer le même programme, mais ils ne peuvent pas le dire. Donc ils sont obligés de mentir. Justement, j'allais vous interviewer, pas sur les gens de gauche, mais sur tous les candidats encore une fois, même si on n'a pas trop parlé d'Europe, c'est vrai, mais tout le monde veut renégocier le traité européen, on n'arrête pas de le répéter, même Marine Le Pen l'a encore annoncé sur RMC il y a quelques jours, au micro de Bourdin, qu'elle veut renégocier et non pas sortir de l'Union européenne. Arnaud Montebourg s'est fait interroger sur ce sujet par un de vos militants, il me semblait que c'était à Marseille il y a quelques jours. Non, c'était à Lille. C'était à Lille. Je vous le dis, dans les yeux, droit dans les yeux. Vous mentez et vous savez que vous mentez aux Français. Et vous leur donnez de l'espoir ici, et vous leur promettez des choses alors que derrière c'est du vent. Et vous le savez, comme avec François Hollande qui promettait mon ennemi c'est le monde de la finance, vous savez que derrière vous allez arriver pieds et mains liés à l'Elysée. Parce que derrière vous allez devoir obéir au traité européen. Et vous en avez fait la démonstration il y a quelques minutes, il y a l'article 48 du TIE qui impose l'accord à l'unanimité des États membres pour modifier ne serait-ce qu'une seule ligne des traités. Donc monsieur, vous proposez un nouveau traité, mais c'est ce que propose le nouveau traité, la nouvelle Europe, une autre Europe est possible, c'est ce que propose l'ensemble de l'échiquier politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, même Marine Le Pen qui propose de renégocier les traités européens, elle ne propose pas de sortir de l'Union européenne. C'est une idée reçue que les médias complaisants qui sont ici ce soir et qui n'étaient pas ce week-end à Lille pour la conférence, qui n'étaient pas là à la conférence pour un autre candidat qui se présente également, que vous connaissez très bien, et qui subit actuellement une censure en France. Donc monsieur Montebourg, comment vous allez faire pour modifier l'Union européenne, pour avoir votre Union européenne, alors que c'est ce que promettent tous les politiques depuis maintenant 30 à 40 ans. Vous promettez de l'espoir à tous les Français, mais sachez que derrière, il ne pourra rien. Merci monsieur, merci de votre franchise, vous allez avoir en réponse la mienne. D'accord? Merci de votre franchise, et franchement, ces stand-up sont faits pour ça. Non seulement je ne vais pas vous le faire, mais je vais vous dire une chose. La France n'accorde aucune légitimité au traité de stabilité budgétaire pour une raison simple, c'est qu'il l'a rejeté en 2005. Aujourd'hui, on nous parle des traités. Jean-Claude Juncker a dit il n'y a pas de choix démocratique qui peut prévaloir sur un traité. Moi, je dis le contraire. Je dis que les traités n'engagent pas aujourd'hui l'Union européenne pour une raison simple, c'est que les Français l'ont rejeté, les règles sont obsolètes, archaïques, ne fonctionnent pas et nous mettent aujourd'hui dans l'impasse. C'est pour cela que ma position n'est pas de dire nous allons tout casser, ma position est de dire nous allons maintenant organiser une minorité de blocage, nous allons dire à l'Union européenne c'est terminé, l'austérité c'est fini, parce que les traités n'engagent que ceux qui les reconnaissent. Et ce que nous allons faire, monsieur, nous allons ouvrir une grande négociation en disant maintenant
nous devons changer de logiciel. Si ça ne marche pas, l'Europe sera bloquée. Les traités, d'ailleurs, pour la plupart, et vous avez tort de le nier, les traités, pour la plupart, sont violés. La Banque centrale européenne n'a jamais appliqué les traités. Elle a même sauvé l'Europe contre elle-même en violant le traité. Donc vous voyez que vos articles, vous avez raison, j'ai fait du droit dans ma jeunesse, moins que vous à l'évidence, mais je vais vous dire une chose, tous ces articles-là, et la Commission européenne, et les États membres, et la Banque centrale européenne, ne l'appliquent pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des idéologues. Ils appliquent ce qui les intéresse. Et quand on a une idéologie qui est orientée d'une certaine manière, il faut avoir l'intelligence d'en créer une autre alternative qui la combat. C'est ce que je veux faire. Merci. Tous disent que la France, entourée des pays qui se portent mal en Europe, pourrait peser face à l'Allemagne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds ce que je dis depuis 10 ans, et depuis 10 ans, les événements m'ont donné raison. Voilà, en fait, le problème qu'il y a, c'est que l'UPR, je pèse mes mots, hante l'esprit de tous les responsables politiques. Ils ne savent plus comment faire parce que notre notoriété est en croissance verticale, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. On va d'ailleurs, avant la fin du mois, dans les jours qui viennent, on est à 14 900 et quelques 40 adhérents. Donc on va franchir le cap des 15 000 adhérents. Puis nous, c'est des vrais adhérents, c'est pas les adhérents Macron qui n'existent pas. Donc nous, notre notoriété est en croissance verticale. Parce que les gens qui m'écoutent, ils se disent, ce monsieur, depuis 10 ans, dit la vérité, ça tient la route. Effectivement, il nous donne les clés pour comprendre. Alors les autres, vous l'avez vu, vous citiez effectivement l'un de nos militants, Antoine, que je salue d'ailleurs au passage ici, qui a fait, c'était le lendemain où j'étais passé à Lille, Montebourg va dans les rues et puis commence à raconter sa salade, son boniment qu'il va renégocier. Et notre militant lui a très bien répondu. Je répète à ceux qui m'écouteraient et qui l'auraient oublié que l'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité pour changer les traités. Pour renégocier les traités, c'est-à-dire pour changer un traité, il faut l'unanimité des États membres. Alors, ça veut dire quoi l'unanimité? Ça veut dire qu'il faut d'abord l'unanimité des gouvernements qui doivent tomber d'accord sur la même version. C'est-à-dire, donc, ils doivent négocier, ça va prendre des mois, et puis ils doivent signer. Donc ça, tout ça, ça va prendre des mois. Mais il faut déjà avoir l'unanimité de 28 États. Et après ça, il y a le deuxième stade dans les traités, je me permets de vous le rappeler, qu'ils doivent être ratifiés. Or, la ratification ne va pas de soi. Rappelez-vous, la Constitution européenne, elle avait été signée. La Constitution européenne avait été signée fin 2004. Elle a été soumise ensuite aux ratifications, c'est-à-dire la validation. En général, c'est par les parlements des différents pays, mais parfois ça peut être par le peuple. C'était le cas en Espagne, en France et aux Pays-Bas, cette fois-là. Les Espagnols ont voté oui, mais les Français et les Néerlandais ont voté non au référendum. Donc la France et les Pays-Bas ont refusé de ratifier. Donc si vous me suivez bien, pour que des nouveaux traités entrent en vigueur, il faut les négocier, ça va prendre des mois. Il faut tomber sur l'accord unanime des 28 États, des 28 gouvernements. Ça n'arrivera pas, sauf sur des détails. Et après, il faut obtenir l'accord des 28 parlements, ou des 28 peuples par référendum. Ça veut dire qu'il faut donc 56 accords unanimes. Alors, les gens qui vous disent « je vais réformer les traités », écoutez, prenons n'importe quel sujet. Par exemple, si on veut lutter contre les délocalisations, ça veut dire qu'il faut mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux. Eh bien, immédiatement, vous aurez le Luxembourg qui ne sera pas d'accord, puisque c'est le PIB du Luxembourg, il y a 28% du PIB du Luxembourg, c'est l'activité bancaire. Ils vont pas se tirer une balle dans la tête, dans le pied ou même dans la tête. Donc le Luxembourg sera contre, Malte et Chypre sera contre, les Royaumes-Unis, tant qu'il est encore, sera contre, mais même si on ne parle plus du Royaume-Uni, les Pays-Bas seront contre, mais aussi tous les pays de l'Est. La Slovaquie, qui a accueilli, par exemple, une usine Renault en Slovaquie, grâce justement à la libre circulation des mouvements de capitaux, va pas être contre. C'est ce qui permet les pays de l'Est de s'enrichir. Donc, il n'y aura pas d'unanimité. Donc, on aura toujours la libre circulation des capitaux. Donc, les délocalisations vont continuer. Voilà. La directive, j'ai vu que les socialistes, là, ils sont tous d'accord, la primaire socialiste, en disant qu'ils veulent abroger la directive des travailleurs détachés. C'est très gentil. Mais la directive travailleurs détachés, je rappelle à nos auditeurs que ça revient à embaucher en France, par exemple sur un grand chantier, des travailleurs roumains, bulgares, polonais, lettons, je ne sais pas,
qui sont payés au SMIC français, mais les charges sociales sont celles des pays d'origine, donc très très bas. Bon, c'est évidemment c'est insupportable parce qu'en France, ça veut dire que les grands employeurs sur des grands chantiers de travaux publics vont embaucher des travailleurs de l'Est plutôt que des travailleurs en France. Alors maintenant, la France et l'Allemagne, depuis plusieurs mois, se sont aperçus qu'elles s'étaient fait avoir avec ce système. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder, il faut lire les documents. La Pologne, les pays baltes, les Roumains, les Bulgares sont vent debout, pas question pour eux de toucher à la directive des travailleurs détachés, puisque ça leur fait des revenus. Et c'est comme ça sur tous les sujets. Sur l'assujettissement à l'OTAN, le Portugal, les pays de l'Est ne voudront pas. Si on veut une gestion plus laxiste de l'euro, cette fois-ci c'est l'Allemagne, c'est le Luxembourg, la Finlande et les Pays-Bas qui ne voudront pas. Bref, voilà, c'est un système d'autoblocage, comme je l'ai décrit depuis maintenant 10 ans, et on le voit, et les autres responsables politiques, ils sont là parce qu'ils se disent que si jamais ils avouent qu'il faut sortir de l'Union européenne, à ce moment-là, les peuples français diront « Ah ben c'est donc Asselineau et l'UPR qui avaient raison, alors ils ne le peuvent pas. » Voilà. On va revenir un petit peu sur la campagne de Trump, ou plutôt les médias, puisqu'il a été énormément critiqué par les mainstream médias là-bas. Il a d'ailleurs exclu CNN pour la retransmission de son investiture. Où en est l'UPR avec les médias français? Est-ce que vous avez quelques quand même interviews de prévues avec des médias nationaux ou pas du tout? Alors, d'abord, il y a un point qui est important, je fais la différence entre les médias et les journalistes. Je vois pas mal de journalistes qui sont des gens normaux, comme vous et moi, je veux dire. Et il y en a un certain nombre qui m'ont fait savoir discrètement ou par des sourires entendus, des choses comme ça, qui partageaient un certain nombre d'indignations qui sont les miennes, mais ils sont comme tout le monde. Il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils payent leur salaire, qu'ils aient leur salaire pour rembourser les emprunts. Donc il y a quand même pas mal de journalistes qui en ont gros sur le cœur d'être obligés de piétiner la charte de Munich de 1971 qui fixe leur éthique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que depuis quelques mois, et notamment depuis l'affaire du Brexit, et encore davantage depuis l'élection de Trump, il y a quand même beaucoup de journalistes en France, et surtout des rédacteurs en chef, qui se sont rendus compte que le truc est en train de leur filer entre les doigts. Voilà. Je rappelle qu'en 2016, pour la première fois, en 2016, chaque Français a passé plus d'heures chaque jour devant Internet que devant les médias. Et vous avez des statistiques qui sont terrifiantes pour les grandes télévisions, c'est-à-dire que désormais, la télévision publique, l'âge moyen, c'est 55, 56, 57 ans. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui continuent à regarder les grandes chaînes de télévision, ce sont de plus en plus des personnes âgées en zone rurale. Mais à l'autre bout, les jeunes de moins de 25 ans en zone urbaine ne regardent plus ni la télévision, ni n'écoutent les grandes radios nationales. Donc on est entre deux mondes. Alors ça fait qu'il y a quand même des évolutions. Moi, je vois que je parle toujours sur des chaînes de télévision web ou des radios de la bande de modulation de fréquence. Ça, je l'avais avant, ça continue. C'est pas la première fois que je donne une interview à l'agence Info Libre, par exemple, et vous avez bien fait votre travail. Je constate que c'est désormais plus facile, je dis pas que c'est très facile, mais c'est beaucoup plus facile maintenant avec la presse quotidienne régionale qui s'intéresse. Par exemple, le Dauphiné Libéré nous a fait un bon papier quand j'étais allé dans les Hautes-Alpes. Ils ont annoncé ma venue donc en Isère. Voilà, faudrait que je cite le Midi Libre, que je cite l'Est républicain, que je cite la Voix du Nord. C'est pas extraordinaire, mais maintenant il y a quand même quelque chose. Il faut que vous le remettez correctement. Alors là où on continue à avoir un problème, c'est avec, j'allais dire, les très grandes télévisions et radios nationales, en fait le cartel de 12 qui sont suivis par le CSA. Parce que là, effectivement, ils n'appliquent tout simplement pas la loi. Et le CSA ne fait pas respecter les principes même qu'il a édictés. Puisque le CSA dit qu'il faut passer dans les télévisions en fonction du nombre d'électeurs que l'on a obtenus, en fonction de la capacité à animer les débats sur notamment les réseaux sociaux. Notre site internet upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et moi, l'UPR, nous avons rassemblé 190 000 électeurs en décembre 2015. Et pourtant, j'ai droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde tout au long de l'année 2016. Quand on compare, j'en ai touché un mot tout à l'heure, avec quelqu'un comme M. Macron. M. Macron, si vous allez sur son site, il n'y a rien. Son programme, c'est 0. Et lui-même n'a jamais obtenu une seule voix, ni lui, ni son parti. 0 voix, normalement.
si on appliquait la loi et le code de déontologie et d'éthique que le CSA s'est lui-même fixé, M. Macron devrait passer encore moins que moi dans les radios. Donc on voit bien qu'il y a, c'est plus que du parti pris, c'est une véritable orchestration médiatique, parce qu'une petite oligarchie, une poignée de milliardaires a dit il faut que les Français votent pour Macron. Voilà, de gré ou de force, il faut qu'ils prennent ce type parce que c'est notre homme. C'est le type qui va déréglementer à tout va. Moi, je vois, j'ai des choses qui sont inouïes. Je connais des gens à Paris, des avocats, des notaires, qui s'apprêtent, qui disent ah il est bien Macron, mais je dis mais vous vous rendez compte, M. Macron, il va ubériser la société. Ça veut dire que toutes les professions réglementées comme la vôtre, vous allez, avant 5 ou 10 ans, vous allez vous ramasser des avocats, des notaires, bulgares, roumains, polonais, qui seront payés un petit peu. C'est comme la directive des travailleurs détachés. C'est ça que vous voulez? Alors là, ils disent, oh, mais non, mais non, vous exagérez. Non. Qu'ils aillent se renseigner sur le rapport des grandes orientations de politique économique. Et ça, personne, sauf moi, le leur dit. Je terminerai cette réponse un petit peu charpentée en répondant à votre question. Je pense, comme quand même de plus en plus de médias voient bien qu'il y a de plus en plus de monde, comme beaucoup de monde se pose la question est-ce que oui ou non il va avoir ces parrainages. Je vous ai dit que c'était en bonne voie, mais beaucoup de médias ne le croient pas. Mais quand même, ils savent, parce qu'il y a des remontées du terrain, on a un petit frémissement. C'est-à-dire que normalement, je passerai lundi 23 janvier, je suis invité sur RMC, mais à l'émission Brunet, c'est-à-dire une émission où il reçoit les petits candidats, entre guillemets petits, en me mélangeant à des candidats qui ont 0 électeur, 0 parti, avec des fantaisistes. Donc bon, moi je vais quand même y aller, parce que sinon on va dire que je refuse, mais c'est tout à fait anormal. Il est tout à fait anormal que je sois invité dans une émission dont la vocation est de se moquer de moi, de me mettre au niveau de candidats qui sont sympathiques, mais enfin qui n'ont, encore une fois, qui n'ont pas l'armature militante, qui n'auront pas leur parrainage, qui n'ont pas l'armature militante, qui n'ont pas fait 10 ans de travail politique, qui n'ont pas d'ailleurs de programme très clair ni convaincant, et d'ailleurs dont la caractéristique en général des autres petits candidats, c'est qu'ils éludent complètement la question européenne, en tout cas, ou dans le meilleur des cas, ils disent qu'il faut une autre Europe. Donc moi, on va me mélanger à ces candidats. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas invité aux émissions politiques avec les prétendus grands candidats? C'est un choix qui est fait pour mettre dans la tête des électeurs d'emblée qu'il y a des candidats, c'est pas la peine de voter pour eux parce que de toute façon, ce sont des petits candidats. C'est contraire à la Constitution. Dans la Constitution, dans l'article 7 de la Constitution française, il y a des candidats. Il n'y a pas des petits et des grands. Normalement, ils devraient tous avoir égalité de temps de parole dans la mesure où ils ont les 500 parrainages. Voilà. Mais enfin, je vais quand même y aller. Ça va durer 7-8 minutes. Je vais essayer de dire 3 mots. On va voir comment ça va se passer. Et puis, je suis invité également la semaine prochaine, donc jeudi, à la matinale de 7h50 à 8h du matin, donc pendant 10 minutes, sur iTélé. Voilà. Donc, c'est les deux grands médias, en tout cas les médias suivis par le CSA qui vont m'inviter la semaine prochaine. Donc, vous voyez, c'est tout à fait nouveau parce que ça fait un an. Ça fait plus d'un an que j'avais rien eu. Est-ce que vous n'avez pas peur, si vous arrivez aux 500 signatures et donc que vous allez passer sur les médias nationaux et donc les gros médias style TF1, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on détourne les sujets ou alors qu'on vous méprise, comme ça a été fait avec des candidats qui ont eu les 500 parrainages, qu'on a écrasé complètement? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous écrase comme ça? Oui, vous savez, je m'attends absolument à tout. On va lancer des campagnes probablement de diffamation contre moi. Ça a déjà été lancé largement. Complotiste, conspirationniste, extrême droite, enfin il manque plus que néo-nazi, barbe bleue, pédophile, tueur à gages, enfin voilà. Tout ça, ce sont des débordements. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. J'ai même vu, il y a même un journaliste qui m'a dit autrefois, qui m'a interrogé en me disant que j'étais dans la main de Poutine. On va me dire ça aussi. J'avais oublié donc voilà. Tout ça parce qu'effectivement, je suis effectivement interrogé par les radios et les télévisions russes, et parce que je ne passe pas mon temps à cracher sur Vladimir Poutine, mais au contraire à dire que la France doit entretenir de bonnes relations avec la Russie. Alors ça, il faut que les gens qui me suivent s'y préparent. Nous allons avoir des torrents de boue qui vont déferler. Bon.
Je crois que les Français sont de moins en moins dupes. Et moi, je serais là en disant, écoutez, tout ça, c'est très gentil, c'est très méchant, mais les Français, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, les Français, c'est savoir exactement quelles sont les analyses et le programme. Puis vous pouvez me faire confiance. Je suis quand même quelqu'un... voilà, je suis quelqu'un, je pense, d'affable, d'aimable, mais je suis extrêmement têtu. Et puis je crois que j'ai montré un certain courage quand même depuis 10 ans, parce que les coups, l'adversité n'a pas manqué. Donc je serai une force face à l'océan, et j'espère que je tiendrai tête. Mais le pire n'est jamais sûr, parce qu'il y a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé au cours de 2016 fait que de plus en plus de médias se disent mais finalement on blackliste ce monsieur, mais quand on va sur Internet, sur tous les sondages en ligne où je suis sur Internet, je fais des scores et colossaux. Donc il y a quand même aussi des journalistes qui se disent faudrait peut-être pas exagérer, n'insultons pas l'avenir. Je crois que c'est la voie de la sagesse. Un dernier mot par rapport à votre tournée en France et puis à cette conférence que vous présentez ce soir qui s'appelle Frexit, il me semble. Vous pouvez nous en dire un petit mot dessus ? Non, c'est pas Frexit, ça s'appelle comment sortir la France du désastre en 2017. Mais enfin, effectivement, ça pourrait se résumer en Frexit. Écoutez, moi je fais ce que j'ai toujours fait depuis 10 ans, c'est-à-dire que je vais voir les gens, c'est-à-dire mes compatriotes, parce que je suis français, je suis pas Dieu le Père, je suis français comme tout le monde, sauf que la différence que j'ai avec le commun des mortels, si j'ose dire, c'est que j'ai fréquenté pendant 4 ans de ma vie les allées du pouvoir, j'ai travaillé, je suis toujours d'ailleurs à l'inspection générale des finances, et je connais donc le dessous des cartes. Et comme je crois être quelqu'un d'honnête, de droit, et comme ce que je fais là, je le fais pour une dette morale que j'ai vis-à-vis de gens que j'ai aimés étant petit, des grands-parents, des oncles et tantes que j'ai aimés, qui sont décédés depuis bien longtemps. Et je me dis, mais s'ils revenaient ici sur Terre, voilà, qu'est-ce qu'ils penseraient ? Donc je pense beaucoup à ça. Je pense aussi à la dette que j'ai pu avoir avec des professeurs, des instituteurs, des professeurs, des gens qui m'ont tiré vers le haut quand j'étais petit. Et donc je suis là pour défendre mon pays, pour défendre ce que je crois, la République et la République française. Je veux rendre finalement à la République ce qu'elle m'a donné. J'en profite pour dire 2 choses, si vous me le permettez. La première, c'est donc dans cette conférence, là, je vais faire ce que j'ai fait partout, c'est-à-dire donner aux gens des clés de compréhension, qu'est-ce qui se passe et quel est le programme. Alors, la conférence se termine par toute une partie programmatique, mais il n'y aura pas tout parce que j'attends encore, la vraie campagne n'a pas encore commencé. À ce moment-là, je dévoilerai, je ne vais pas tout dévoiler d'un coup, mais là, il y a une partie importante du programme que je présente, mais qui vient à l'issue d'un diagnostic. C'est-à-dire, je fais comme quand vous allez chez le médecin. Un médecin, normalement, ne vous prescrit pas tout de suite un remède. Il vous fait un diagnostic. Voilà. Tous les autres candidats, ils vous prescrivent des remèdes. Moi, je fais d'abord le diagnostic et j'en arrive au remède. La deuxième chose que je voudrais vous dire, si vous me le permettez, j'ai évoqué moi que je suis toujours inspecteur général des finances. J'en profite quand même pour le souligner. Je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle pour plusieurs années. Donc c'est un statut administratif qui fait que je suis toujours rattaché à l'administration, je peux toujours revenir dans le cadre administratif, mais je ne suis plus rémunéré, je n'ai plus d'autorité hiérarchique au-dessus de moi. C'est-à-dire je pourrais faire le tour du monde pendant 2 ans comme ça pour aller... voilà. Là, je consacre toute ma vie à mon parti et à cette campagne électorale, ce qui d'ailleurs au passage me pose des problèmes financiers personnels. Le troisième point, mais là je suis maintenant totalement libre et il n'y a plus du tout de suggestion par rapport à mon métier que j'exerçais jusqu'à encore quelques semaines. Le troisième point que je voudrais dire, si vous me permettez de terminer par là, je vais faire un tout petit peu de publicité, c'est que nous sommes donc au mois de janvier 2017, que le 25 mars 2017, ça sera les 10 ans de l'UPR. Et nous avons décidé d'organiser une très grande fête à Paris qui se tiendra donc, je le dis tout de suite à tous ceux qui m'écoutent, qu'ils notent s'ils peuvent venir à Paris. C'est un samedi, ça tombe bien. C'est le jour anniversaire, jour pour jour, du 25 mars 2007, c'est-à-dire du 10e anniversaire de l'UPR. Et par construction, c'est aussi le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome du 25 mars 1957, puisque j'avais justement créé
l'UPR le jour du 50e anniversaire. Donc il y aura 2 anniversaires très importants, les 60 ans du traité de Rome, dont on entendra sans doute parler dans la presse, mais aussi les 10 ans de l'UPR. Et enfin, ça sera 5 jours après l'annonce des candidats officiels à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Alors, je ne peux pas encore vous dire si j'aurai mes parrainages. Je vous dirai, je ferai le point aux alentours de la mi-février, mais si tout va bien, si ça va pas, ça sera quand même une occasion d'exister. Si tout va bien, ça sera le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Donc je lance ici un appel à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent pour que, eh bien, ils notent sur leur agenda le 25 mars 2017. Il faudra être à Paris. Ça commencera aux alentours de à peu près 14h30, 15h, jusqu'aux alentours de 21h, 22h. Donc les provinciaux pourraient même éventuellement repartir chez eux. Et puis voilà. Donc ça sera, l'entrée sera gratuite. Mais je pense qu'on aura une belle fête et on attend, enfin j'espère, qu'on aura des milliers de personnes. Merci, monsieur Asselineau. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci.